Bonjour, bonjour la défiance. Et pour un live sauvage, mais tout pile sur le timer. Donc ravi de vous retrouver. Pour ceux qui sont assez chauds pour faire de la DeFi sur un samedi très ensoleillé. C'est pas plus mal aussi. En fait, le live d'aujourd'hui, je l'avais dans les cartons depuis 3 semaines sur mon cahier. Le plan tout prêt. Et donc voilà, je me suis dit que j'allais saisir cette occasion aujourd'hui, maintenant que j'ai le temps. Même si c'est pas le plus pratique pour vous, comme d'hab, ça sera sur YouTube, donc vous pouvez toujours le prendre en replay. Mais ouais, aussi, n'hésitez pas à me, comment dire, à me suivre un peu dans le chat, à me dire, à poser vos questions, parce que l'article, du coup, c'est pas mal en lien avec l'article, vous l'aurez compris, hein, l'article qui a été sorti, quoi, il y a une semaine, un truc comme ça. Et vous avez été pas mal à me faire des retours dessus. Il est en français aussi, hein, pas de souci, comme tous les articles Tokenways. Pourquoi ce blog? Ah, il veut pas me changer la langue. Ah si, voilà. Donc celui-là, là, qui parlait un peu des modèles VE, je crois que ça en a aidé pas mal à comprendre un peu l'enjeu derrière tout ça. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est... on va quand même reposer quelques bases, parce que c'est important pour comprendre la suite. Ouais, l'idée, c'est surtout, en fait, aujourd'hui, de creuser les forks. Parce que je sais que c'est plutôt ça qui vous intéresse au fond. C'est-à-dire, bon, comprendre vélo, c'est cool, mais c'est comme comprendre Curve. À l'heure d'aujourd'hui, on s'en fout un peu. Si on est un nouveau entrant, ouais, c'est super, j'ai compris Curve, mais maintenant, le truc, voilà, il est un peu inaccessible pour un nouveau entrant. Et donc, vous allez plutôt regarder du côté de, j'ai envie de dire, votre fork local sur votre chaîne favorite, quoi. C'est plutôt ça le truc qui va vous intéresser. Donc, je sais pas, moi, vous êtes sur Arbitrum, vous êtes en train de regarder probablement du côté de Chronos et Ramsès, vous êtes sur BSC, même vous regardez du côté de Tena, vous êtes sur Phantom, il y a Equalizer, je crois. Donc, en gros, chaque chaîne a un peu son modèle local, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est aussi peut-être un truc que j'ai pas bien couvert dans l'article, maintenant en retour. Ah, mon son est faible. Ça, oui, je peux augmenter, pas de souci. Ouais, n'hésitez pas avec les retours son. Je crois que c'est parce que je l'avais baissé la dernière fois, parce qu'il était un peu fort par rapport aux participants. Hop. Est-ce que c'est mieux comme ça? Pas trop fort? Tu me dis, Rico Gourmet. Mais donc, ouais, aujourd'hui, on va plus essayer de comprendre les forks et notamment donc, ce petit détour que je faisais pour vous expliquer qu'en fait, un point important du modèle VE33, que j'ai un peu raté dans l'article, je pense. Enfin, pas raté, mais je ne l'ai pas assez mis en avant. C'est vraiment cette synergie avec la chain où le VE33 se lance, quoi. Et là, je pense qu'on a quand même deux exemples assez emblématiques de ça, que tout le monde va comprendre immédiatement, qui en plus sont les exemples de base. C'est Solidly, qui était quand même construit en synergie très avancée avec Phantom. Rappelez-vous de l'airdrop de VE Solid au protocole qui avait fait le plus de TVL ou de volume sur Phantom. Il y avait eu tout un petit jeu lancé par Cronier. Donc voilà. Et côté Vélodrome, bien sûr, bon, bah, ça s'est lancé sur Optimism, c'est toujours que sur Optimism. Et ils ont travaillé dès le début au plus près des projets natifs d'Optimism. Donc à l'époque, c'était plutôt Synthetix, par exemple. Et après, même d'autres projets qui se sont créés suite à Vélodrome, comme par exemple Sun Finance, qui est littéralement un money market qui probablement n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Vélodrome sur Optimism. Donc on voit aussi un peu ces synergies très importantes. Et c'est peut-être aussi, comme souvent dans ces analyses, ce que je vous donne, en fait, c'est plus aussi à voir en creux. C'est-à-dire que inquiétez-vous si vous ne voyez pas votre VE33 local, essayez très activement, très volontairement, de manière très intelligente et voilà quoi, d'amener à son protocole les gros locaux, quoi. Parce que s'il fait pas ça, en fait, il est à peu près généralement sur la mauvaise route. Donc c'est aussi dans ce sens-là que vous pouvez le prendre. Ouais. Alors, tiens, petite question sur Optimism avant qu'on creuse, c'est peut-être pas plus mal. Et le temps que les gens arrivent et que je m'articule un peu le plan dans ma tête, c'est un truc aussi que moi j'ai réalisé récemment. Donc je vous avais déjà parlé de L2Bit, hein. C'est vraiment un L2Bit, comme ils disent les Américains. C'est vraiment un super site. Et je sais pas si je vous l'avais remontré. Je vous l'avais remontré depuis qu'ils ont fait cette petite mise à jour avec les camemberts, là. Et ça, je trouve que c'est vraiment un exemple de comment communiquer le risque de manière à la fois exhaustive et claire.
Parce que, ben voilà, il y a un peu cette étape de, immédiatement, vous arrivez là-dessus, bon voilà, vous comprenez. En gros, je veux le moins de couleurs possible dans ce camembert, et idéalement, surtout le moins de rouge possible, quoi. Et moins il y a de rouge, mieux je me porte. C'est assez intuitif, tout le monde l'a immédiatement, quoi. Après, vous pouvez, bien sûr, aller voir le camembert, et voir que, par exemple, pour Optimism, les fameux rouges, donc rouge, en gros, c'est full rug, full trust, quoi. Ça veut dire, voilà, ce point-là peut permettre des dégâts conséquents, et il n'y a pas de mitigation. Et ben, c'est au niveau de la validation des états, la failure des validators, et le fait que le réseau lui-même peut être upgradé de manière quasi apparemment totale. Alors si vous allez dans le détail, après, vous avez toutes les infos sur précisément. Et c'est pour ça qu'L2Bit, c'est vraiment chouette. Parce que c'est vraiment, voilà. Donc par exemple, là, il vous dit sur Optimism, bah, comme la state validation, elle est en développement, concrètement, au niveau de la chaîne, ça permet de valider des états invalides. Donc vraiment zéro à ce niveau-là. Par contre, voilà, ils vous disent, le côté data availability, c'est on-chain. Donc là, a priori, on peut reconstruire, on peut auditer, il y a de la transparence. Bien joué. Upgradability, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait qu'on peut mettre à jour les contrats qui opèrent le L2. Et bien là, il vous explicite donc que le système peut effectivement être changé de manière arbitraire, donc par probablement un multisig ou probablement multisig, et surtout without notice, donc pas de time lock. Donc en gros, vous pouvez vous réveiller un matin et les règles du réseau Optimism ont changé. Maintenant, vous payez chaque transaction 1010. Je vous donne un truc troll, mais c'est pour que vous compreniez. Au niveau du sequencer, ça a l'air OK. Et au niveau des validators, apparemment, c'est quoi? Donc si les validateurs ne sont pas dispo, on ne peut pas retirer vers le L1, mais bon, ça sera toujours possible de faire les transactions sur le L2. Donc bref, petit point sur Optimism, parce que tu me le demandais dans le chat, mais du coup, quand tu regardes ça, bah honnêtement, moi, d'un point de vue spécification technique, je trouve que c'est assez clair, quoi. Parce que de l'autre côté, sur Arbitrum, voilà, ça a l'air beaucoup moins, requiert beaucoup moins de confiance. Alors après, je vais préfacer ça par dire que moi je suis vraiment pas, vous l'aurez compris, hein, c'est pas mon niveau d'expertise, ça, c'est comme si vous me demandez mon avis sur une IP. Bon, ça fait 4-5 ans que je roule ma bosse dans Ethereum, donc je vais pouvoir vous donner un avis plus ou moins informé, mais ce que je veux dire, c'est que probablement vous allez voir, je sais pas, un gars qui a tâté un peu plus le réseau au niveau primaire, qui a fait tourner des mineurs à l'époque, ou des trucs comme ça, un gars comme Marc par exemple, probablement il aura un avis plus informé sur une IP. Mais voilà. Donc ça reste quand même ce que j'en vois. Et aussi, par rapport au roll-up, moi je reste quand même sur, en termes en tout cas, donc là on a plus parlé risque, soyons honnêtes. Après risque, ça bouge pas mal, hein, sachant que tous ces trucs-là sont assez jeunes, font des mises à jour et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un site comme L2Bit où vous pouvez suivre un peu au jour le jour. Après au niveau spécifications techniques autres, disons, les capacités en lui-même du roll-up, c'est là aussi que c'est marrant parce qu'en fait, ouais, entre Arbitrum et Optimism, j'ai pas l'impression qu'il y a un grand écart dans un sens ou dans l'autre. Donc ça en ferait plutôt un point en faveur d'Arbitrum encore. Et sinon, ouais, pour finir là-dessus, malgré tout, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout quand même au final les fameux ZK Rollup sur le long terme. Alors vous pouvez voir que là, ils sont encore dans des stades assez jeunes, autant en termes de TVL sur les réseaux, à part pour ERA, que en termes de modèles de risque. Mais voilà, il ne faut pas non plus les comparer tels quels, parce que différence fondamentale entre, grosso modo, là, dans les technologies, vraiment, en fait, il y a deux familles, hein, on va le faire simple. Il y a ZK Rollup et les autres. Et en fait, la différence principale, bon, il y en a plein, hein, vraiment. Avec les ZK Rollup, vous pouvez faire plein de choses intéressantes. Mais différence vraiment intéressante, c'est que sur un ZK Rollup, le bridge natif peut être assez rapide. En fonction de la maturité de l'implémentation et ainsi de suite, on parle d'une demi-heure pour revenir. Contrairement à, je vous le rappelle, 7 jours sur Optimism, Arbitrum. Et donc ça, c'est quand même assez chouette, parce que ça résout un peu le problème qu'on a sur Arbitrum et Optimism, qui est que quand vous envoyez un token natif de mainnet là-bas, eh ben, y a ce problème de fast bridge à gérer, et c'est un peu chiant, quoi. C'est des trucs comme Stargate, c'est l'heure que vous connaissez bien. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut maintenir de la liquidité des deux côtés pour permettre aux gens qui ont envoyé, je sais pas, mettons par exemple des LUSD sur Optimism, ben, ils doivent attendre 7 jours s'ils veulent utiliser le bridge officiel pour les renvoyer sur mainnet, ou alors ils passent par Stargate, mais là il y a un frais bien sûr, et ça implique aussi qu'il y ait des LP de LUSD sur mainnet
qui sont prêts à accepter des LUSD Optimism, avec la conséquence qu'on connaît, qui est que ça met 7 jours à revenir s'ils prennent la difficile. Donc vous voyez, il y a un peu un problème un peu circulaire, et donc d'avoir ce retour natif en fonction des réseaux. Là, je crois que c'est plutôt une demi-heure, une heure sur Zcasting à l'heure d'aujourd'hui, je sais plus, je l'avais fait une fois. Ça résout ce problème qui est quand même pas rien. Pourquoi ce délai? Je crois pas que ça soit dû à des conséquences techniques d'Ethereum, c'est plus les conséquences des spécifications techniques du ZK en lui-même. Mais ouais, là encore une fois, tu vois, moi je peux te parler des spécifications comme ça, mais t'expliquer pourquoi en fonction de l'infrastructure du ZK, tu arrives à aboutir à un withdraw en 30 minutes, ou si c'est lié au système de... Oui, si, ça en fait je l'ai compris, pardon. C'est lié au système de validation des proof validation, comme ils disent. Et en fait, le fait que le fameux optimiste d'Optimism, c'est qu'en gros, c'est un peu un système, si tu veux, qui fonctionne dans la logique de par défaut, t'as raison, mais j'ai 7 jours pour te challenger et te montrer pourquoi t'as tort. Et ça peut sembler un peu absurde comme design, tu te dis putain, c'est quand même assez wow, par défaut t'as raison, ça fait peur cette histoire-là. Mais ça fait du sens d'un point de vue de comment opérer un réseau. Mais bien sûr, problème principal, il faut attendre ces fameux 7 jours pour prouver ou non s'il y a eu embrouille, puisque de toute manière, on l'a considéré que c'était valide par défaut. Donc, vous voyez, c'est vraiment impératif d'attendre ces 7 jours. On ne peut pas faire autrement, puisque sinon, en fait, on rentre dans une logique où potentiellement on accepte des transactions qui auraient pu être challengées et qui sont donc non valides. Donc là, voilà, c'est un peu une limite inhérente que je vois pas trop comment le réseau dépasse, parce que c'est architecturel. On est un peu dans des choses comme pourquoi je suis bearish sur le Lightning Network, parce que pour moi, d'un point de vue architecturel, il y a des limitations trop conséquentes. Bon, là, on n'est quand même pas non plus à ce niveau-là, parce qu'évidemment, le truc a scalé à plusieurs milliards de TVL sur sa chain. Donc voilà, ça montre qu'il y a quand même du potentiel. Mais ouais. Voilà, petit point L2, tant qu'à faire, mais c'est vrai que c'est pas plus mal parce que c'est assez lié au sujet du jour, puisque ces fameux VE33.3, vous allez comme je disais tout à l'heure, au niveau des forks, vous allez les chercher sur des L2 évidemment, non pas yield. Vous allez chercher un peu la version locale du VE33.3 sur la chain qui vous intéresse, quoi. Hop. Donc, voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui. Concrètement, notre petit tableau, bon, on va pas tous les faire, hein, parce que comme vous pouvez voir, il y en a quand même un petit paquet maintenant, un petit paquet, ouais, comme on dit. Mais en gros, il y en a quelques-uns qui sont plus intéressants que les autres, évidemment. Et ouais, grosso modo, hein, ça va se passer dans à peu près les 5 premiers. C'est là où les choses se passent et où j'ai suivi de plus proche. Mais ouais, n'hésitez pas aussi à aller voir des plus petits. Par exemple, là, je crois qu'Hermès, c'est sur Métis. Ça doit être le seul sur Métis. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes là-bas, même si ça n'a pas l'air d'être la joie ces derniers temps. Alors, du coup, ouais, pour les... à la rigueur, pour le modèle Solidly et Vélo, je vous renvoie vers l'article, parce que je suis un peu flemmard aujourd'hui. On va parler de fork. Le seul truc vraiment qui est important aussi, vraiment le plus important, c'est cette condition du LP Boost. Ça va faire une grosse différence entre les forks. Ouais, c'est peut-être aussi ce truc que les gens ratent le plus. Mais donc, ouais, Vélodrome, je vous en ai parlé. Solidly, l'article vous le couvre. Donc, allons direct dans les trucs un peu plus fun. On va commencer par Arbitrum, je pense. Et donc, ça nous donne Chronos Ramsès, grosso modo. Il y en a quelques autres sur Arbi. Allez au Arbitrum. Damn, sérieux? Ah non, c'est les forks, je peux pas les filtrer par chain. Ah, dommage. Ça manque d'un petit filtre sur différents maps. Mais bon, en gros, voilà. Les forks Arbitrum, c'est donc Chronos, Ramsès. Et après, vous avez aussi des plus petits, Solid Lizard, Excalibur. Il y a quoi d'autre? Oraji, c'est vrai. Sterling. Mais vous voyez qu'on est déjà dans des trucs plus modestes. Sterling est un peu en phase-out, ils vont se relancer, ça va s'appeler Minerva, je crois. Et je crois que c'est tout pour Arbitrum. Je suis en train de vérifier vite fait s'il n'y a pas un petit qui est raté, mais je crois pas.
Hamburger Finance. Bon. Et ouais, voilà, on les a tous. Il y en a même un sur Ethereum Po, quoi. C'est se dire. Alors là, je crois que c'est le signe que le truc a été forké en mode tour du monde, quoi. Si t'as un fork sur Ethereum Po, je le garde pour après. Celui-là, c'est juste la curiosité. Donc ouais, côté Arbitrum, au final, alors on va prendre le récap des decks sur Arbitrum, parce que c'est vrai que c'est pas mal avec le contexte aussi. Ouais, je vais le prendre par volume, c'est encore mieux. Allez. Parce que ouais, sur Arbitrum, il faut aussi cerner un truc, c'est que comment dire, le jeu des 3-3 sur Arbitrum est arrivé tard par rapport aux autres chains, et pour probablement plusieurs raisons. Une bonne raison, je pense, c'est que bon, il y avait déjà Uniswap qui s'était lancé il y a quand même pas mal de mois, qui a donc déjà pris, comme vous pouvez le voir, le gros du volume. Ça, c'est un. Et après, comment dire, il y a aussi la question de Camelot. Camelot qui n'est pas un VE33, mais qui a quand même un modèle assez raffiné, assez intéressant, et qui a réussi à capturer aussi pas mal du volume sur Arbitrum, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vous montre le volume, hein, pas la TVL. On va regarder après les TVL. Et donc, je pense que ouais, ça a contribué au fait que, concrètement, ils n'ont pas pris une assise aussi large que sur les autres chains. Et aussi, bien sûr, ouais, le troisième élément, c'est peut-être aussi Trader Joe, qui est lancé sur Arbitrum, qui est un modèle assez innovant et qui fait quand même pas mal de volume aussi. Et le fameux Cyberswap, j'avoue que j'ai pas toujours tellement plus creusé que ça encore. Mais donc vous voyez qu'en termes de volume, c'est ça que je voulais vous montrer surtout, on est quand même sur des trucs assez marginaux en termes de pourcent par rapport au total de la chain. C'est-à-dire que nos deux champions Arbitrum ensemble, grosso modo, ils traitent 2% du volume de DEX sur Arbitrum. Maintenant, ça c'est le volume. Il faut aussi, bien sûr, et ça va vous expliquer un peu l'histoire des... tiens, on va le prendre par catégorie, c'est où ça? Il n'y a plus. Oh, il y a tellement de pages sur DeFi Lama, ça devient le bordel. Ah si, catégorie, c'est ça. Là. Je vais vous prendre les DEX sur Arbitrum pour qu'on voit leur TVL. Vous voyez qu'en termes de TVL, bon, bien sûr, Uniswap, mais là où c'est intéressant, c'est que, rappelez-vous qu'Uniswap, c'était 60% du volume, et Chronos, c'était même pas à 2%. Et pourtant, Chronos, c'est la moitié de la TVL d'Uniswap. Et là, vous retrouvez aussi donc, Ramsès, un peu plus bas, qu'à moins de TVL, bien sûr. Et on voit vraiment des spreads intéressants à regarder les deux côtés. Vous voyez, par exemple, le Cyberswap qui était en haut des charts de volume, pas beaucoup de TVL non plus. Donc voilà, ça fait des petits patterns intéressants, mais donc comprendre en gros que je pense qu'en général l'écosystème était plus compétitif sur Arbitrum, et c'est pour ça que on a vu des lancements plus tardifs, disons, des VE33. Donc le premier à s'être lancé, c'était Ramsès. Et donc là vous voyez, on est quoi? On est en mars, c'est ça, mi-mars. Et on est toujours sur des lancements assez fracassants, hein. C'est un peu le principe des VE33. Donc là, en grosso modo, quoi, 15 mars au 19 mars, on a 60 MTVL à tirer. Ouais, Arem, il y a toujours la rediff sur YouTube, t'inquiète pas. C'est pour ça que l'heure est un peu... Je sais que l'heure n'est pas très pratique pour tout le monde, vous en faites pas. Donc, lancement fracassant des VE33, ça c'est vraiment un truc assez caractéristique. Pourquoi allez voir tout simplement comme toujours, la politique monétaire, donc l'émission concrètement du token. Et mais bien sûr, ils ont tendance à être sur des diffusions, des émissions très généreuses au début, parce qu'il s'agit de faire un grand bang d'arrivée, j'ai envie de dire, d'annoncer la couleur, quoi, d'attirer 150 M de liquidité le premier jour, avec des API à 5 chiffres partout, que ce soit la grande fête. Généralement, c'est ce que les DGN aiment pour se faire repérer, quoi, disons, dans ce milieu assez compétitif en termes d'attention. Donc ouais, grosse émission, ce qui a amené à ça. Après, bien sûr, ce qu'il faut regarder, c'est leur capacité à stabiliser sur le long terme. Ce chemin-là, il est assez classique, hein, c'est-à-dire que bien sûr, cette grosse TVL ne va pas forcément rester telle qu'elle, puisque les émissions décroissent à partir de là. En gros, le pic est au lancement sur la plupart des VE33.
Mais après, la question, c'est que en gros, comment ils arrivent à d'abord stabiliser la TVL à un moment donné, parce que bien sûr, c'est pas tenable un tel pic, mais il faut pas non plus faire tout disparaître. Et après, idéalement, c'est pour ça que je vous montre Ramsès aussi, idéalement, on aime voir peut-être, là c'est un peu tôt pour le dire, hein, mais peut-être ce début d'inversion, bon, il faudrait voir, ça se persévère sur plusieurs semaines encore, qui a tendance à indiquer que ça y est, le modèle commence à trouver sa formule, des partenaires qui tournent, et ainsi de suite, et que hop, on rentre dans un mode, j'ai envie de dire, un peu moins explosif, mais un peu plus croissance maintenue, soutenue, quoi. Donc côté Ramsès, on va peut-être... oui, c'est vrai que là, pour l'instant, on fait de la data, quoi. On va faire un live entier sur DeFi Lab. Avec un clavier comme ça, c'est peut-être mieux. Mais oui, quand même aller voir du côté de l'app. Donc concrètement, c'est vrai qu'en termes d'interface, ils ont vraiment fait un bon boulot sur leur V2. Bon, là, il n'y a rien dans ce wallet, donc c'est pas très excitant à vous montrer. Mais elle est très réactive, claire, propre. Et chose assez rare, ils ont un site d'analytics. C'est un peu du délire, mais la plupart de ces projets vont lancer sans analytics. Donc, bon, après, c'est pas non plus ça qui va vous faire hype dans un truc ou un autre, mais à voir. Donc, je vous laisse voir ça tranquillement par vous-même, mais grosso modo, sur le modèle, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à un vélo, voire... la principale différence ici, c'est que vous avez le LP Boost. Donc, c'est pas une base vélo, c'est plutôt une base Solidly. Et donc concrètement, ça veut dire c'est le fameux mécanisme en fonction des VE tokens que vous avez, le rendement sur vos LP peut être augmenté. Donc vous voyez ici qu'en gros il y a un multiplicateur jusqu'à x2,5 que vous pouvez obtenir. Alors quand même gardez en tête qu'un x2,5 c'est un peu marketing, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il faut vraiment des positions de bourrin pour obtenir ça sur des petits bags. Hein. Pour vous donner à peu près des ordres de grandeur, vous voulez boost 30K de LP sur une grosse paire à gros volume, à juste x2, hein, pas x2,5, vous pouvez compter environ 200K de VE RAM loqué derrière. Donc ouais, c'est à peu près ça au niveau des changements fonctionnels. Et après, bon, c'est vrai que la gueule des TVL a pas mal changé sur Ramsès depuis le début. Il y avait plus de pools volatiles au début. Mais là, vous voyez qu'apparemment, le fit se trouve plutôt sur les pools correlated. C'est peut-être aussi, on va y venir après, mais une conséquence du launch de Chronos, qui a, disons, un peu plus de puissance de feu sur le token à l'heure d'aujourd'hui. Et donc, du coup, on va le dire, on va à l'efficace chez Ramsès, quoi. Alors, hop, c'était où? C'était là. Voyons voir le petit Chronos, parce que là, il y a des choses un peu plus intéressantes à creuser. Et, comment dire, ils ont posé des bases. Je pense que c'est un peu cette réflexion de... comment dire, et je sais pas si je crois qu'on a déjà parlé de cette notion de... Désolé pour les mots anglais, mais je déteste l'anglais, mais parfois ils ont une capacité à être très condenser beaucoup de sens dans peu de choses. Et ils ont cette notion de form factor que moi je trouve très intéressante. Et je crois que ça émerge plutôt pour définir des trucs du genre, voilà, ils vont dire l'iPhone a défini le form factor des smartphones. Et en gros, ça veut dire que on avait vaguement une idée de ce que c'était un smartphone avant l'iPhone, mais ça avait 40 tronches différentes et c'était pas vraiment très pratique. Et je dis ça vraiment pas en fan d'Apple. Hein. Mais grosso modo, que suite à la sortie d'un truc comme l'iPhone et quelques années qui ont suivi, on voit un peu les téléphones converger vers le fameux form factor de l'iPhone, c'est-à-dire une brique avec un bouton au milieu, un bouton au-dessus, et c'est un truc complètement tactile, et yallah. Alors qu'avant, on avait des claviers, on avait des trucs, les BlackBerry et tout ça. Je pense qu'il y a un peu cet effet-là avec Chronos, que Chronos va définir un peu le form factor des VE33 à venir, et en fait, c'est déjà un peu le cas, puisqu'on voit que des concepts qu'ils ont mis deviennent un peu partie de la formule, notamment, par exemple, le fameux Key NFT qu'on va voir juste après. Mais d'abord, comme d'hab, on part de DeFi Lama. Moi, j'aime bien partir de DeFi Lama parce que ça vous dit déjà beaucoup d'histoire. Et donc là, vous voyez, même principe ici. Hein, on a lancement explosif parce que grosses émissions. Bon, là, on est sur quand même un ordre de magnitude plus grand que Ramsès. Hein. Je vous rappelle que Ramsès a mis 4-5 jours à faire un pic à 60 millions de TVL. Là, en littéralement 2 jours, on a fait popper 230 MTVL. Et il faut voir derrière ça, je vous fais juste un petit zoom, hein.
sur un truc que moi je connais bien, puisque c'est mon cas, c'est mon objet, mais ça a des conséquences réelles sur les trucs qu'il y a en dessous. Hein. Donc notamment, par exemple, je vous montre cette petite histoire-là, mais pour LUSD, regardez la tronche du changement mensuel du supply sur Arbitrum, et grosso modo, ça, c'est Chronos en bonne partie. Donc bref, très gros launch en termes de capacité à attirer beaucoup de liquidités sur peu de temps. Et là où c'est intéressant, c'est que bon, bah, maintenant on est quand même bientôt une dizaine de jours après le fameux pic. Hein. Si on prend le pic ici, ça a monté un peu plus après. Mais donc le pic au 5 mai. Et vous voyez que en termes de TVL, ça tient plutôt bien. Sachant que bien sûr que bourre que je suis, je vous ai oublié un élément important de l'analyse de tous ces trucs-là, c'est que bien sûr, en gros, vous regardez 3 trucs quand vous regardez un VE, si vous voulez le regarder sur le temps, ben vous regardez la TVL, vous regardez le volume, mais après, bien sûr, il ne faut pas oublier, bon, généralement, vous pouvez l'inférer du reste, vous n'avez même pas besoin de le regarder, mais c'est quand même pas mal, vous regardez le prix du token. Et pourquoi je vous dis que vous pouvez l'inférer du reste? Parce que bah, si vous voyez la TVL s'écrouler, généralement, ça s'explique par le token, il s'est pris une bonne grosse claque dans la tronche, du coup les LP ils sont payés de moins en moins, ça devient de moins en moins intéressant, ils n'ont plus leurs 3 digits API, et bah, ils se cassent et ils vont ailleurs où ils les trouvent. C'est simple que ça, donc il y a moins de TVL. Sauf que pourquoi là je vous montre ça? Parce que regardez la tronche du prix, quoi. Donc là on est au fameux pic du 5 mai, si on reprend chez Chronos, le pic du 5 mai c'est là. Ok? Donc vous voyez jusqu'au début les courbes, alors... Ouais, non, ils n'ont pas le début de l'historique de prix là sur CoinGecko, mais il était plutôt rentré sur le marché aux alentours des prix actuels. Donc au début, on a vraiment eu une synchronie, j'ai envie de dire. Attendez, je vais les mettre en côte à côte, comme ça on peut les switcher facilement. On a eu une synchronie, croissance de la TVL, croissance du prix, quoi. Alors, décollage. Et là, imaginez un décollage du même genre, que le truc il part ici, dans les 30 centimes, et hop, là, il cherchait les 1,50 grosso. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe à partir du 5 mai. 5 mai, grosso modo, c'est là. Donc 5 mai, c'est le début de la descente aux enfers côté prix du token. Parce qu'en fait, on passe en même pas 10 jours, hein, du 5 au 13 mai, de 1,50 à 30 cents. Donc le truc a divisé par 5. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, regardez de l'autre côté, la TVL, elle, bon, elle a perdu, ouais, allez, 15-20%. Mais elle n'a pas divisé par 5, quoi. Je veux dire, elle divisée par 5, on la retrouverait à 50M, là. Hein. On la retrouverait ici, quoi, même pas. Et donc ça, moi je pense qu'il y a un truc là-dessous on va expliquer pourquoi, hein. Mais c'est intéressant parce que c'est de voir que déjà, vous avez vu le pattern de Ramsès avant, et vous avez vu le pattern de celui-là, et vous voyez que là il y a une décorrélation par rapport au pattern. Et ça, c'est vraiment le signal le plus fort pour moi maintenant, qui fait beaucoup de diffs. Je vous dis, c'est tout ce que je traque, c'est les décorrélations par rapport au pattern, parce que ça vous dit les histoires les plus significatives, quoi. Là, grosso modo, c'est signe qu'il y a un truc qui marche en termes de rétention de LP. Et ça, en fait, c'est génial, parce que vous voyez que là, on n'a pas touché, grosso modo, on est parti du principe, c'est un VE 3.3. On n'a pas regardé ses spécificités, on ne sait rien du modèle. On a juste bouffé de la donnée accessible et on a corrélé ça, et on a compris qu'il y a, en gros, pour le mettre simple, ce template a une surcapacité à retenir ses LP quand son token se fait massacrer. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, tous les autres, grosso modo, le token il tombe, bah, la TVL elle tombe avec. Donc on va aller voir ça maintenant. Et pour bien sûr aller voir ça, il faut quand même à un moment donné aller voir le fameux truc que tu analyses. Mais je crois que j'aime bien assez comment on procède dans ce live, de vraiment, vous pouvez passer un quart d'heure à creuser le protocole juste parce que vous voyez de l'extérieur, quoi. Les TVL, les volumes, aller vraiment, en gros, analyser la donnée que vous avez, volume TVL, leur site d'analytics pour voir la distribution sur différentes paires, des choses comme ça. Alors, Rico Gourmet, oui, je rattrape ta question. C'est une bonne question, en effet. Donc, pour ceux qui ne suivent pas le chat, qu'est-ce qui explique la différence de puissance de feu entre Ramsès et Chronos, la quantité de tokens airdroppés aux différents acteurs de l'écosystème? Bon point, j'avais presque failli rater. En fait, j'y viens juste après parce qu'on était sur notre petit truc de rétention des LP. Donc, je finis juste l'histoire-là, et après, on y arrive. Donc, en fait, côté rétention des LP, c'est assez simple à expliquer comme histoire. C'est qu'en fait, sur Chronos, vous avez LP Boost. On pourrait dire, donc vous voyez qu'il y a des tranches de rendement que vous pouvez faire en tant qu'LP qui vont en gros du simple au double.
un peu comme sur Ramsès. Sauf que ici, votre capacité à obtenir le rendement maximal, il n'a aucun rapport avec les VE-CHR que vous possédez, avec les tokens que vous avez loqués. En fait, ici, et vous allez comprendre un peu le nom, c'est une question de temps. C'est en fait, quand vous créez un LP, quand vous déposez un LP, donc là, vous allez déposer des Ethers et de l'USDC, par exemple. Eh bien, oui, d'accord. Eh bien, la question, c'est, en fait, vous avez votre fameux ERC20 de LP classique, et ce qui se passe après, c'est que vous pouvez le mettre dans le stacker, donc là aussi assez classique. Mais en fait, quand vous le stackez, vous obtenez ce qu'ils appellent des MA NFT. Et donc ça, pour ceux qui ont utilisé Camelot, c'est assez similaire. En fait, vous le mettez dans un NFT et ça permet à votre position non seulement d'accumuler ses rendements comme d'habitude, comme on pourrait le faire avec un ERC20 et un MasterChef classique, mais en plus que chaque position, elle accumule son petit multiplicateur au cours du temps jusqu'à arriver à ses x2. Je sais plus combien de temps ça met le x2 chez eux, ça doit être entre 3 et 6 mois, si je vous dis pas de bêtises, on peut aller voir ça. Ça doit être quelque chose là-dedans. Yeah, ok, c'est ça, ils appellent ça les Maturity Adjusted LP. C'est ça, voilà. Et c'est combien de temps, du coup, le lock? Enfin, c'est pas un lock, c'est ça qui est intéressant aussi. Enfin, le max boost est obtenu au bout de... Oui. J'arrive pas à le trouver. Mais ouais, c'est une histoire de mois, je crois. Donc en fait, comprenez que ça, c'est un peu l'évolution avancée par rapport au verrouiller des LP. Parce qu'en fait, il y a un peu un problème. C'est dangereux de verrouiller des LP, c'est pas une bonne pratique dans l'idéal. Et je crois que des expérimentations antérieures comme celle de Frax l'ont montré. Donc en fait, plutôt que de verrouiller les LP, on passe dans une logique qui aboutit à la même chose fonctionnellement, mais qui en gros ne verrouille pas l'utilisateur. Et c'est en gros, ok, bah, tu stakes ton LP là, tant que tu restes et que tu fais que claim tes rewards, mais sans retirer ton LP, ton petit multiplicateur il augmente, jusqu'à arriver à son maximum. Et le jour où tu retires tes LP, eh ben, tu dois en gros les retirer du NFT, donc tu casses le NFT, et donc tu casses le multiplicateur que tu as accumulé jusqu'à présent. Donc, bah voilà, c'est un peu... Tu peux sortir quand tu veux, mais si tu sors, tu perds tous les avantages, tout la surcapacité de yield que tu as accumulé jusqu'à présent, quoi. Et là aussi où c'est intéressant, c'est qu'on comprenez bien que ce MA NFT, il peut du coup être transféré et donc vendu. Donc on peut envisager qu'à terme, peut-être pas pour les trucs volatiles, mais qu'il y a un marché pour les trucs stables de ça, quoi. C'est-à-dire que le gars qui a passé... bon, là, cette poule, c'est pas la plus sexy en termes de yield, on va essayer d'en trouver une un peu mieux. Je sais pas, moi, ou avec taille, s'ils ont des trucs avec taille. Tiens, par exemple, celle-là, qui est pas dégueulasse, quand même, entre 9 et 20%. Hop, non, c'est pas ça. Ouais, pourquoi il met toujours sur celle-là? Bon, Joseph. Par exemple, une USD DAI, on peut envisager que le gars qui dépose des tokens dedans farm pendant 6 mois, 1 an, et donc a son max boost, et qu'il l'a fait avec une... On va dire quand même, il faut que ça... C'est soit $500, ça va pas intéresser grand monde. Et donc il l'a fait avec $5000. Au bout de cette année, il veut passer ailleurs avec ses stablecoins, il veut faire autre chose. Bah, peut-être qu'il va regarder du côté de la revente du MA NFT, du coup. Parce que là, vous doutez bien que de l'autre côté, quelqu'un qui voudrait entrer dans cette position, il a tout intérêt même à lui acheter le NFT, même avec, mettons, 1% ou 2% de premium, parce que lui, de son côté, il fait les calculs en se disant que oui, mais attends, regarde, du coup, tu as l'entièreté du max boost dès le début de ta position, et donc ce sur-yield fait que tu vas rembourser le premium que tu as payé au gars en 1 mois ou 2, et après ça, tout le truc, c'est du surplus par rapport aux 6 mois que tu aurais mis. Vous voyez la logique. Donc ça, bien sûr, ça va aussi... ça va requérir une interface pour permettre l'échange de ces MA NFT, mais ils ont ça en tête parce que c'est un peu comme les VE, c'est pas des trucs très pratiques à échanger sur OpenSea, quoi. Hein. On va le dire comme ça. Donc, maintenant, Rico Courbet, qu'on a expliqué la rétention des LP, je pense que ça l'explicite pour vous. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'explique, hein, ce fameux pourquoi ça ne s'écroule pas. Donc maintenant qu'on a ça,
pourquoi il y a eu une différence de puissance de feu aussi grande? Je pense que c'est la question c'est un peu l'histoire que je vous raconte souvent sur Twitter par rapport au Solidly, hein, au VE33. C'est-à-dire, grosso modo, pour voir si vous suivez, si je vous dis tout le temps le truc le plus important pour tous les VE33, je pense que tous ceux qui suivent ici auront compris et vont dire « Ah, le BD !» Et oui, bordel, c'est vrai. C'est pas pour rien que je vous le dis, c'est très très important, parce que c'est une question ça revient au point de tout à l'heure de est-ce qu'ils sont capables de bien s'implémenter sur leur réseau, de faire la connexion avec tous les acteurs importants, créer l'excitation et impliquer tout le monde, quoi. Et donc ouais, je vous remets le thread d'hier, mais c'était un peu ça. Bon, après on est parti sur un autre topic, mais je pense que c'est vraiment ça c'est ce premier point qui a fait la différence entre Chronos et Ramsès. Et je les aime bien, je les connais les gars de Ramsès, hein, donc je sais pas si, non, je crois pas qu'ils parlent français, mais au cas où, qu'on me comprenne bien, je suis pas en train de dire que c'est des tocards du tout, hein. Ils ont aussi fait un beau launch Ramsès, et d'ailleurs on le voit dans la donnée, et ça a quand même marché pour Ramsès aussi, ça marche encore. Mais au niveau de Chronos, en fait, il y a vraiment eu, c'est un launch qui a été préparé sur au mini probablement 2 mois, hein. Parce qu'en fait, moi, ils étaient en contact avec moi depuis un bail, mais genre vraiment un bail, hein, 6 semaines avant qu'ils launchent. Ils ont commencé à prendre contact avec les partenaires, à leur expliquer comment ça se passe, des mises à jour tous les quelques jours avec un gars qui nous babysitait au quotidien pour nous expliquer toutes les subtilités, le calendrier, répondre à toutes les questions, le moindre bug, le moindre retour résolu en moins de 20-30 minutes si c'est un truc rapide, si c'est un truc plus conséquent, il y a un gars sur le coup en moins de 10-15 minutes, t'as un rapport 1 heure plus tard et genre 5 heures plus tard, enfin, tu vois, c'est vraiment une question de être aux petits soins, aux petits oignons. Ça, je pense qu'ils l'ont très bien fait. Les partenaires, bien sûr, bon après, il n'y a pas eu non plus de... Enfin voilà, ils ont bien choisi leurs partenaires aussi, mais je pense pas que Ramsès est forcément mal géré là-dessus non plus. Non, après, en fait, c'est aussi la question... de cette excitation autour du lancement. Donc on va parler des Chronos NFT, mais en fait c'est toute cette question que je te parlais tout à l'heure du form factor de Chronos, quoi. Donc c'est-à-dire un peu les Chronos en soi ne changent pas le modèle de base. C'est vraiment un iPhone Chronos. C'est pour ça que moi je pense que vous le compreniez comme ça. C'est-à-dire, vous pensez en soi à l'iPhone, ça n'a rien inventé l'iPhone, ok? L'écran tactile ça existait, la caméra ça existait, tout existait, mais ça a tout packagé dans un ensemble qui ont fait que les gens ont commencé à l'utiliser en masse. C'est devenu accessible à tout le monde. Là, je pense qu'on a un peu le même truc, et que tous ces trucs de l'ELP Boost, les Key NFT qu'on va creuser tout de suite, CHR NFT, le airdrop aux utilisateurs aussi. Ça, on va y venir après. Ils n'ont pas fait que airdrop les protocoles, et ça répond aussi sans doute à ta question, Rico Gourmet, de pourquoi il y a eu tant d'excitation. Peut-être un truc que Ramsès a moins réussi aussi, c'est qu'ils ont autant réussi à exciter les utilisateurs que les projets, quoi, côté Chronos. Donc, LP Boost, LP NFT avec Boost qui s'accrue sur le temps, NFT pre-launch pour créer une excitation, une sorte de pré-communauté avant même que ton token existe, et airdrop aux utilisateurs, on y viendra après, mais d'autres protocoles similaires ou des choses comme ça, ou en partenariat avec d'autres protocoles. Ça a l'air d'être un peu les 3 tricks de launch, quoi, qui ont bien marché et qu'on voit déjà un peu répliqués à gauche, à droite, pas forcément tous ensemble, mais en tout cas, par exemple, là, le NFT, on le voit pas mal, ouais. J'ai vu déjà 2-3 autres qui ont repris des trucs comme ça. D'ailleurs, quand je dis repris, je sais même pas si c'est Chronos qui l'a inventé, encore une fois, on s'en fout. Là, on est dans une logique, encore une fois, iPhone, c'est-à-dire, ce truc-là, manifestement, avec la donnée qu'on a sous les yeux, ok, il a trouvé une manière de ramener cette formule à la masse, rapidement, et que ça, a priori, pour l'instant, la TVL tient, malgré que le token se fasse massacrer. Donc, on essaie de comprendre. Donc, ouais, cette fameuse clé-là, c'est assez cool. Alors, attendez, ils ont un peu plus de détails, normalement. Allez, où là. Les Lost Keys of Chronos, comme ils appellent ça. Ils ont un peu plus de détails dans la doc. Donc en fait, le principe, c'est qu'elles sont vendues avant le lancement effectif du protocole. Ça, c'est très important. Donc avant. Elles sont vendues généralement en Ether ou autre. L'idée, vous l'aurez bien compris, c'est double. C'est donc perspective, on va le faire comme ça, perspective projet.
je sais que je vais lancer bientôt, je veux un peu commencer à exciter les gens, leur proposer quelque chose, une manière de s'engager, mais j'ai pas de produit live. Donc, le NFT permet de résoudre un peu cette tension. Autre perspective projet, je sais que je vais lancer bientôt, je vais avoir des gaziblindes de mon token parce que je suis mon propre projet, ça c'est classique, mais j'ai pas d'Ether, j'ai pas du USDC, j'ai rien d'autre en trésorerie, donc tout ce qui va être apporter de la liquidité sur des LP, ça va être compliqué, ou même payer des audits ou des choses comme ça. Donc en gros, j'ai besoin de sourcer du bon gros Ether, de l'USDC, un token autre, quoi. Et bien pour le projet, du coup, vous comprenez bien, ça répond bien à ces deux objectifs, à la fois entretenir une excitation, une énergie dans la communauté avant le lancement, et en gros, pouvoir faire profiter de l'excitation qu'il y a avant le lancement pour capitaliser dessus et commencer à construire une première trésorerie. Maintenant, côté utilisateur, eh bien, là, ça dépend, c'est plus ou moins intéressant. Mais vous voyez, il y a différents comment dire, différents benefits, comme il les appelle. Donc, déjà de base, il y a un frais quand ce NFT est revendu, et vous pouvez staker le NFT pour avoir votre part des frais de revente du NFT. Voilà, c'est classique. Mais après, les minters, donc ceux qui ont minté avec ces prix-là, ils reçoivent les royalties et oui, pardon. Et surtout, le plus intéressant, c'est que, pardon, c'est ça, c'est du côté staking, c'est là, il y a une exposition aux trading fees de Chronos. Donc en gros, c'est un peu comme si ça vous donnait une part c'est comme si en fait chaque clé avait un peu un VECHR en dessous, et vous avez accès aux revenus correspondants. Et bien sûr, il y a pareil une logique de staking sur le NFT dans le temps, donc pour avoir, j'imagine, une bonne rétention. Et ce qui peut expliquer aussi pourquoi ils ont 90% de leurs clés stakées. Donc voilà, après moi je vous avoue que j'ai pas suivi ça de plus près, notamment en termes de floor et tout ça. Ouch, c'est vrai que le floor il a l'air d'avoir pris cher quand même. Mais à voir. À voir. Mais en tout cas, ça a plutôt bien marché en termes de générer l'excitation, quoi. Et tiens, c'est vrai que ça parle de Tena dans le chat. Donc moi, Tena, j'ai moins suivi vu que c'est BSC. Mais c'est vrai que c'est un modèle intéressant. On peut aller faire un petit tour. Maintenant. Parce que ouais, je pense que les points les plus cool, on les a vus avec Arbitrum. Donc le petit Tena. Juste, je vais le voir par rapport à... Je vais le remettre en fork parce que je vais voir par rapport au TVL des autres. Allez. Ils ont du mal les lamas aujourd'hui. Waouh. DeFi Lama, réponds-moi. Non. Ah ouais, carrément. Bon, on a mis les lamas en PLS. Ça, c'est tous les gars du live qui sont partis faire leur analyse. Non, je rigole. C'est pas grave, on va faire ça. Waouh. Ouais. Ah non, c'est bon, c'est revenu. Non? Oui, non. Ah si, c'est bon. Donc ouais, juste avant de passer à Tena, du coup, pourquoi le CHR se fait massacrer malgré tout? Y a aussi potentiellement, j'ai envie de dire, une sorte de... c'est pas une prophétie autoréalisatrice du coup, mais comment ça serait? J'ai envie de dire, il y a jurisprudence sur les VE33 maintenant. C'est plus dans ce sens-là. C'est-à-dire, le passé a inscrit un modèle dans les gens qu'ils ne questionnent plus et qui fait qu'ils le reproduisent, même dans une situation où potentiellement c'est pas pertinent. Et donc ce modèle, ça serait un VE33 lance, vas-y tu poses tes LP, tu claims toutes les 5 heures et tu dump, tu claims toutes les 5 heures et tu dump, tu fais ça pendant une semaine ou deux tant qu'il y a un peu de jus, et après tu te casses. Et grosso modo, c'est vrai que ce modèle-là, c'était une bonne manière de jouer la plupart de ces forks low effort qui se sont lancés.
Donc peut-être qu'il y a ça, je pense que les gens ont un peu exporté ça là-dessus. Après peut-être que je me trompe et que le token va continuer à se faire massacrer sur le temps et qu'il vaudra rien et que les pauvres gars ils ont bien travaillé mais ça mènera nulle part, hein. C'est pas impossible non plus. Mais voilà, moi ça me semble... je pense qu'ils ont quand même montré pas mal de choses, quoi. Donc allons voir côté Tena maintenant, que je veux plus découvrir avec vous, qui en effet, comme on disait dans le chat, il y a pas mal de choses. C'est vrai que je vous parlais du fait... On n'est pas en train de parler de paternité des idées, encore une fois, de savoir qui a inventé quoi. C'est pour ça que je vous parlais de cette notion de form factor pour la dernière fois. Après, j'arrête de vous saouler avec ça. Parce que je trouve que ça permet aussi de se détacher de savoir qui a inventé quoi. Mais en gros, juste savoir qui a réussi à proposer l'assemblage, l'utilisation de ces choses-là, qui a été adopté massivement. Et au final, c'est ça qui compte. Parce qu'on n'en a rien à foutre du gars qui a inventé un modèle de génie dans son coin que personne n'utilise. Donc, le petit Tena, le voilà. Donc ça se passe sur BNB. Putain, vous allez me faire connecter sur BNB, quoi. Je l'ai même pas dans mon putain de truc, quoi. C'est vous dire. Vous allez me faire rajouter BNB à MetaMask, les gars. Souillé, là. Je le delete juste après le live, hein. Ah là là. Donc, côté Tena, il y a eu pas mal de choses aussi. Donc là, vous allez retrouver le fameux, l'équivalent de la clé, mais version Tena, ou enfin dans l'autre sens, la clé c'était l'équivalent du TENFT, mais version Chronos, qui sait. Eux, vraiment, ce qui a été, si j'ai bien compris, l'innovation, alors est-ce qu'ils en ont partout? C'est ça. C'est qu'ils ont des liquidités concentrées, et ils utilisent Gamma pour faire pour proposer une gestion potentiellement automatique dans une certaine zone. Donc on commence à se rapprocher de quelque chose similaire fonctionnellement à Maverick, mais pour ceux qui ont suivi le marathon, vous comprenez que ça c'est de la bidouille par rapport à ce que fait Maverick en termes de gas efficiency et d'efficacité du rééquilibrage de la liquidité et d'efficacité donc dans l'absolu de la liquidité elle-même. Après, ça reste un énorme progrès par rapport à de la liquidité Uniswap V2, moins l'infini plus l'infini. Monstrueux. Donc il y a tout à fait une place pour ça. Mais voilà, je voulais le mettre là. Et bon, dernière fois, mais au cas où, parce que je sais pas, mais The Master, il va peut-être me challenger dans le chat par rapport à ce que je dis. Donc je vais t'expliquer pourquoi je dis ça avec tant d'aplomb. Donc moi, en termes de DEX, c'est très simple, hein, vous ne me la faites pas à l'envers, c'est littéralement mon métier, je dois faire ça toute la journée et optimiser, donc maintenant j'ai des trucs très simples, ok, on se prend pas la tête, parce que moi je dois en bouffer de l'analyse de DEX une dizaine par semaine, avec toutes les conneries qui se lancent, donc à un moment donné, on trouve des manières de rationaliser. Et comment on rationalise? Ben, on rationalise très simplement avec ce qui est observable on-chain. Et l'histoire s'arrête là. Donc, je vous l'ai fait dans le live à Maverick, mais je vous le refais rapidos. La référence, c'est en gros 0,405, c'est à peu près le volume TVL du Uniswap V3. Et donc la question, c'est t'es au-dessus ou t'es en dessous? Et ça permet déjà d'indiquer des choses. Donc vous voyez, par exemple, des modèles assez en transition vers la liquidité concentrée, comme Camelot, sont déjà... Alors après, il faut vérifier, parce que c'est pas toujours bon, cette métrique, hein, mais sont déjà, a priori, pas loin de ça. Notamment grâce à la V3 qui propose un truc beaucoup plus élevé. Alors là, en V2, ça me semble quand même super haut par rapport au modèle qu'ils ont, donc à voir si la donnée est correcte. Bref, longue histoire pour te dire que... ça, grosso modo. Que sur Tena, tu es sur un 0,1. Donc en gros, a priori, après c'est pas dans l'absolu, hein, merde, on va pas les classer comme ça parce que ça marche pas. Ça veut juste dire qu'en gros, a priori, tu es quand même sur un truc qui est à voir, parce que ça dépend aussi de à quel point tes LP sont dans la connaissance, savent ce qu'ils font, et ainsi de suite. C'est-à-dire tu peux avoir un très bon modèle et des LP débiles, et tu finis à 0,01 de volume TVL. Mais quand même, tu vois, par rapport à moi qui est mon benchmark haut soutenu, c'est Maverick, qui a un 1,25 là, alors, sur cette semaine, tu es quand même beaucoup en dessous. Donc ouais, à voir comment ça évolue dans le temps, tout ça, mais ça rejoint le point que je faisais hier, qu'en effet, moi je pense que la prochaine frontière, on va dire, c'est à la fois, et là c'est un peu dur à comprendre pour tout le monde, mais à dépiler bien, mais c'est à la fois la capacité à
proposer de la liquidité concentrée. Ok. Donc là, on l'a vu, que ce soit qu'importe des stables, du volatile, d'avoir des modèles pour ça. Donc là, ils ont des stratégies gamma, des trucs comme ça, c'est très bien. Mais donc, proposer de la liquidité concentrée, c'est un. Mais après, il y a la question de la gestion, de l'incentivisation sur les liquidités concentrées. Et là, c'est beaucoup plus complexe. D'accord? Parce qu'en fait, pour ceux qui avaient suivi, on se retrouve au début d'Uniswap V3, où par exemple, il y avait eu... allez, je vous raconte l'histoire rapidement, mais comme ça, vous allez comprendre l'enjeu tout de suite. Donc, tout début d'Uniswap V3, c'était le début des liquidités concentrées, ok, super. Donc, Uniswap V3 arrive, tout le monde est très content, très excité, et en gros, les gens se demandent, bon, bah, ok, mais comment on fait du liquidity mining? Nous, on connaissait ça, avant, c'était bien facile, bien classique, tu posais ta liquidité, tu avais le RC20, hop, tu mettais le RC20 dans un contrat de staking, et tu avais tes rewards, et comme ça, on pouvait attirer des gens rapidement sur des paires, et blablabla, vous connaissez l'histoire. Donc, Uniswap V3, et problème, maintenant tu as un NFT qui est différent pour chaque LP, donc du coup c'est très compliqué de faire ce genre d'initiative. Donc il y a différents projets qui ont essayé différentes choses, notamment par exemple Rebound Finance, qui avait fait un programme qui en gros essayait de te payer à la liquidité effective. Sauf que le problème, c'est qu'il se retrouvait avec un petit malin, une petite whale, qui avait décidé de faire quoi? Bah lui en gros il a fait les calculs, à l'époque le gaz n'était pas non plus trop délirant, et en fait il a fait les calculs et s'était rendu compte que quand il paye à la liquidité effective, c'était super rentable de mettre toute sa liquidité en un seul tick au prix actuel, et en fait de la rééquilibrer là tout le temps, et qu'en fait ses frais de gaz et de swap pour rééquilibrer sa position pour tout le temps être là, ils étaient inférieurs à ce qu'il arrivait à se coinfrer en liquidity mining tous les jours, parce que le mec il bouffait 90% du budget total à lui tout seul. Parce qu'il faisait 90% de liquidité effective du coup. Donc tu vois, il y avait tout un problème à ce niveau-là, ils ont arrêté le programme au final, mais cette histoire-là vous montre que ça devient beaucoup plus complexe de gérer les incitations avec des liquidités qui sont du coup disparates, quoi. C'est vraiment hétérogène, on va le dire comme ça, en fait. C'est peut-être ça le truc à comprendre. C'est-à-dire que sur Uniswap, Uniswap V2, votre liquidité est homogène. Tous les LP ont la même liquidité. C'est juste une question de quantité. Il y en a un qui a un LP token, il y en a un autre qui a 100 000 LP tokens, si vous voulez. Mais grosso modo, chaque LP token, il représente 50% de l'un, 50% de l'autre, là, vous connaissez l'histoire. Sur Uniswap V3 ou les autres trucs comme ça, c'est plus du tout la même histoire. C'est-à-dire que grosso modo, pour une paire donnée, vous pouvez prendre 2 LP tokens, ça se trouve, il y en a un, il n'y a que des USDC dedans, il y en a l'autre, il n'y a que des USDT dedans. Et les deux, c'est des LP tokens de la paire en question. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus complexe de modéliser, en gros, comment on va faire de l'incitation là-dessus. Je vous avoue que je ne sais pas exactement quelle est la solution implémentée par Tena à ce niveau-là. Il faudra que je creuse plus en détail. Mais voilà, je pense pas qu'ils ont trouvé la formule magique quand on voit leur volume TVL et leur TVL, tout simplement. Mais peut-être que je me trompe. Alors, voyons voir le chat. Bon, Liquidity Euro, il n'y a pas, mais il y a Liquidity CHF, si tu veux, ça s'appelle DeFi franc, c'est un fork. Alors... Ok. Rico Gourmet. Ah oui, Rico Gourmet, tu nous parles de... c'est vrai que ça, on va faire un petit tour là-bas. En plus, c'est vrai qu'on a utilisé Ramsès. Comme ça, on fait un peu justice à Ramsès, parce que c'est vrai qu'ils bossent bien, les gars, par rapport à leur modèle de liquidité concentrée. Et oui, bien sûr, gardez en tête que, en fait, c'est simple, hein, le benchmark haut, donc le modèle contre lequel vous mesurez, a deux niveaux. Au niveau... et ça, on en revient au marathon Maverick, hein, mais à la fois au niveau de la structure de liquidité en elle-même et l'efficacité des incitations, pour moi, le benchmark haut, c'est Maverick. Et en gros, de ce qu'on a, en termes d'efficacité de la liquidité, on est à peu près entre 2 et 3 fois Uniswap V3. Et en termes d'efficacité des incitations, là, on va être sur quelque chose de très sportif parce que ça se multiplie avec l'efficacité de liquidité. Et donc, je pense qu'en stade mature, comparé à quelque chose comme Curve Balancer, on va voir un multiplicateur à 3 chiffres entre les deux. Mais du coup, ceux qui peuvent un peu tirer leur épingle dans ce game-là, bah, c'est ces petits gars-là, c'est les fameux 3-3, puisqu'ils ont bien sûr des émissions potentiellement beaucoup plus conséquentes, et donc ça peut donner aussi des choses intéressantes.
Ramsès V2, je retrouve ça vite fait parce que c'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes à aller voir dans leur petite annonce. Il y a The Master qui nous disait quelque chose aussi. T'inquiète pas, j'y arrive. Putain, je suis pas login ici. Alors attendez, je vais le retrouver. Si, je l'avais tweeté, je crois. Waouh. Si, je crois que je l'avais mis il y a quelques jours. Quelque part. Allez. Ouais, c'est là, parfait. C'était pas si loin. Top. Donc voilà, on l'a comme ça pour juste après. Et alors, The Master. Donc The Master qui lui dit Tena a perdu énormément de TVL. Comme tu le montrais, il y a cette pattern où tout le monde farm et dump. Actuellement, le seul moyen pour les Solid Lee et consorts de survivre, c'est d'avoir de l'activité sur les swaps et de concentrer la TVL d'une chain. La question est est-ce qu'il est possible de récupérer la TVL chez Uniswap, PancakeSwap, etc. Ouais, non, c'est assez, je suis assez d'accord. C'est pas possible pour eux de récupérer la TVL Uniswap, encore une fois. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. Parce qu'à la fois, pour l'instant, les structures de liquidité sont pas aussi efficaces. Mais après, il faut quand même aussi pas oublier que, grosso modo, vous allez voir un projet. Je vais vous la mettre simple, hein, mais voilà. Coucou, tu veux une pool juste question hypothétique, mais pour que vous compreniez. Coucou, on te fait une pool cadeau, on te met 2 M gratuits comme ça sur Uniswap V3 bien équilibré, ou alors on te met 5 M même sur le dernier 3-3 qui vient de lancer sur ta chain. Eh ben, je vous garantis que tous les projets ils vont choisir les 2 M sur Uniswap V3. Parce qu'il y a aussi le fait que cette liquidité elle est proprement routée par tous les agrégateurs, qu'il y a quand même des garanties plus solides, Uniswap et Unstoppable et ainsi de suite, que je sais pas, moi par exemple, sur... je les connais même pas, mais Woofy, tu vois, je sais pas ce que c'est ce truc, mais apparemment plutôt sur des chaînes de bas étage et avec un nom pareil, voilà, je serais pas très excité de savoir que j'ai beaucoup d'utilisation sur Woofy, tu vois, je sais pas trop si tu vois le point que je veux te dire, mais il y a vraiment une qualité de la liquidité, outre même son efficacité et tout ça. C'est-à-dire que vous pouvez prendre vraiment la même distribution, mais aller sur Uniswap avec tout ce que ça implique, et aller sur un autre truc, même mettons un peu moins connu, mais toujours respecté, mettons même Trader Joe, bah, c'est pas la même chose. C'est ça mon point. Et donc, ouais, bah, je pense que pour finir, on peut se faire les annoncements que Ramsès a fait sur sa fameuse V2, parce que, comme je vous mettais là la timeline, c'est vraiment pas loin. Hein. Donc là, on est quoi? On est le 12, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, ils sont en train de finir les déploiements des contrats et du front-end. Et a priori, on est parti pour... en gros, les pools live avec les gauches la semaine du 24 mai, quoi. Donc, ouais, 2 semaines. Donc, c'est pour bientôt. Bon, là, ils vous font le petit blabla sur Ramsès, les traders, les voters, tout ça, c'est bon, je pense que vous connaissez. Mais ouais, là où c'est plus intéressant, c'est qu'en gros, non seulement ils explicitent leur modèle pour la liquidité concentrée, donc ça, ok, mais aussi pour les incitations. Et donc, là, il y a en gros, il y a une formule. Et en gros, l'idée, c'est ils vous prennent... À partir du moment où vous êtes in range, ouais, ok, ils comptent en gros la liquidité in range effective, quoi. Donc ça aussi, rappelez-vous l'histoire de Ribbon. Hein. À voir comment ils ont prévu le côté gamification, enfin, pas gamification du tout, pardon. Le côté, le fameux scénario Ribbon, quoi. Qu'est-ce qui empoche une grosse whale de redistribuer sa liquidité sur un tick en permanence pour bouffer toutes les émissions. Et potentiellement que c'est intéressant de le faire, même si ça a des coûts à redistribuer. Sachant que là, en plus, on est sur un L2. Donc en gros, les coûts en gaz de redistribution, ils sont quasi marginalisés. C'est juste la question de retrouver l'équilibre des tokens à chaque fois, quoi. Mais donc ouais, eux, ils vont inclure directement ça avec les gauches, c'est là qui est intéressant.
Et là où c'est intéressant aussi, c'est comment ils l'implémentent au niveau du vote, puisque, en gros, ils font une sorte de transition soft. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir les bonnes vieilles gauges à l'ancienne V1, mais aussi les gauges de liquidité concentrée. Et donc, potentiellement, sur une même paire, vous allez avoir les deux au vote. Hein. Donc, IS-USDC classique et IS-USDC concentré. Et donc, en gros, il n'y a rien qui change sur les votes de V1. Hein, c'est classique, vous prenez toutes les bribes et les frais. Et là où c'est intéressant, c'est que sur les gauges, en gros, il y a un partage à 3 parties. Le LP en lui-même, les voteurs de RAM et l'écosystème. Donc, encore une fois, je vous rappelais qu'en V1, c'était tout pour le voteur RAM. Et là, en fait, on reste quand même avec, en gros, une grosse majorité sur le voteur RAM, mais avec une portion variable qui peut être allouée au LP, et une portion variable qui peut être allouée, capturée en gros au niveau de Ramsès. Donc, pourquoi il y a ça et ça, il faut bien comprendre que, en gros, le modèle classique Vélodrome ne peut pas marcher sur de la liquidité concentrée. Parce que le modèle classique de Vélodrome, c'est quand même, en gros, je te bouffe tous tes frais, toi LP, mais je te donne de mon token. Et ça marche sur des paires qui font pas des utilisations et des volumes de psychopathes, ok? Mais le problème, c'est que si tu dois payer avec ton token l'équivalent de tout l'yield du LP et que tu es sur un LP qui est extrêmement optimisé et qui fait plein de yield, tu vas en envoyer de ton token, mon coco, quoi. et c'est un peu ça le problème. Alors attendez, il y avait un truc... hier, il y avait un mec qui m'avait posé un peu une question dans ce sens-là, mais c'est pas grave sinon. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est considérer par exemple une paire de stable bien optimisée sur son tick le plus concentré. Elle fait déjà, grosso modo, 15-20% organique. D'accord? Donc, ce gars-là, il fait ça sur une swap, il est content, il prend ses 15-20%. Maintenant, il va sur Ramsès. Bon, on va le faire avec leur modèle là. Et là, en gros, il prendrait que un quart dans le scénario optimiste de ça, mais les incitations en RAM. Donc vous voyez que voilà, il va falloir qu'en gros les incitations en RAM elles compensent 12-13% de yield sur cette position, quoi. Donc ouais, c'est plus une réflexion à voir sur comment ça va fonctionner, mais moi je pense que leur chemin il est pas vilain pour commencer, qu'en effet il faut laisser une partie au LP. Peut-être que le split est encore un peu trop en faveur des VERAM voters, mais bon c'est assez classique aussi par rapport au fait que ils veulent quand même construire une large base de lockers là pour l'instant. Ouais. Donc voilà, à voir comment ça va roll ça. Et moi je pense que dans un premier temps, ça va surtout dominer les pools stable, ça c'est sûr. Hein. Et notamment, ça va être assez cool. Potentiellement, on va voir faire une petite pool LUSD, USDC Ramsès avec une distribution optimisée sur Arbitrum. Ça pourrait être sympathique. Après, sur les volatiles, je pense que l'équilibre va être un peu plus dur à trouver. Et... Alors, The Masté, il est très possible qu'Uniswap change cette économique à la GMX, PSP ou Liquidity où tu récupères une partie des swap fees. Real yield, dans ce cas, les tokens de VE3 perdraient encore un peu d'intérêt à cause de l'inflation imposée par le liquidity mining. Alors là, je suis totalement en désaccord avec toi, The Masté. Je considère qu'on est à 99,99% de chances que ça n'arrive jamais. Quasi certain. N'oublie pas que la team Uniswap est américaine, établie aux États-Unis, d'accord, et qu'ils ont littéralement la Fed et la SEC qui campent dans leur bureau depuis 3 ans, hein, à peu près. J'exagère à peine, mais tout ça pour te dire qu'en gros, les gars, voilà quoi. Et ils ont beaucoup de pression légale, ils sont bien des burgers à Burgerland au milieu du Burgerkistan. Voilà. Je pense que, et ça, ce truc-là, ça voudrait évidemment dire que Uni commence à ressembler sauvagement à une sécurité, qu'on soit explicite. Donc, fin de l'histoire. Moi, je pense que tu ne verras jamais le fee sharing sur Uniswap.
Et c'est pas parce que la DAO le veut pas, hein. Il y a des gars dans la DAO qui en parlent, hein. Tous les 3 mois. Il y a un petit gars qui te fait « Hey, sharing, vous savez ce petit truc sympa qu'Aiden nous a mis dans le contrat il y a 3 ans ?» Et puis on était là en mode « Ah, ça va être trop cool, on va l'activer dans 3 mois et on va être riche. » Puis en fait, on s'est rendu compte que 1 an plus tard, en fait, c'est compliqué. Puis 1 an plus tard encore, c'est compliqué. Puis 1 an plus tard encore, c'est compliqué. Et puis en fait, peut-être qu'on va considérer l'activation partielle du frais sur 2 tiers de frais sur 2 pools spécifiques sur une chain pour un test de 6 mois. Ça, c'était la dernière conversation sur le frais il y a 8 mois. Et tu crois que le test, il a commencé? Non. Aussi simple que ça. Pourquoi ça ne sera jamais voté? Oublie pas l'ownership des unitokens. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif entre... On ne veut pas qu'Uni soit... Et même le risque d'être classifié en securities, et la part des token holders qui est là en mode « Oh, j'aime bien mes Uni, j'aimerais bien avoir une part des frais », je dirais que l'ownership, on a peur que ça soit une sécurité, tu as 95% des tokens, et de l'autre côté, tu as 5%. En estimation Token Breeze Institute. Mais pour que tu comprennes la dynamique qui me permet de dire que, structurellement, à moins qu'on fasse une révolution totale de la gouvernance d'Uniswap, je serais très surpris de voir ce fee sharing effectivement voté. Après, je demande à être déçu. Hein. Enfin, surpris du coup. Et pour les apports de Maverick que tu me demandais, KR88E, là, ouais, bah, t'as le live littéralement 2 heures sur Maverick, et en plus, je suis pas tout seul. Et c'est vraiment cool parce que y a plein de bonnes perspectives pour t'expliquer tout ça avec Rémi et Laurent de MEV Capital. Voilà, voilà. Je crois que c'est pas mal. Bah, du coup, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Moi, je regarde si j'avais pas des petits trucs que j'avais mis de côté, mais comme d'hab, le facteur limitant principal de mes lives, mon ventre, commence à se faire connaître. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, comme j'aime bien toujours vous donner un peu d'avance, disons, il y a 2 trucs que vous pouvez regarder. C'est Libra Exchange Arbitrum, un prochain 3-3 à venir, qui a priori, c'est pas trop des quiches en BD, et Stratum Exchange aussi également, un fork 3-3 sur Zk-Sync. Donc voilà, si vous voulez un peu utiliser ce que vous avez appris grâce à l'article et à tout ça, pour même pas forcément faire jouer avec ou des paris, hein, mais disons mettre en pratique dans le sens où suivez ça en live, peut-être, voilà, mettons Stratum, vous en foutez, il n'y a pas de bille, vous n'avez pas de sauce sur Arbitrum, ok, mais juste, vous allez voir le modèle, vous en comprenez les changements, et vous essayez de former une hypothèse. Du genre, ah ok, bon, Stratum, il me plaît bien ce truc-là, non, pardon, Libra, il est sur Arbitrum, donc c'est plus simple. Donc, Libra, il me plaît bien ce truc-là, ok, je pense que, a priori, ils vont faire un launch meilleur que Ramsès, mais pas aussi bon que Chronos, mais à cause de cette caractéristique-là, ils vont pas tenir leur TVL aussi bien que Chronos, et je m'attends à la voir s'écrouler beaucoup plus rapidement. Voilà, notez ça sur un papier, et regardez 2 semaines plus tard comment ça se passe. Ça, c'est génial à faire pour vous tester en termes d'analyse DeFi, quoi. Alors, me demander d'expliquer ce que c'est une security, moi, le légal, c'est pas mon truc, hein, mais tu sais, c'est les fameuses lois américaines. En gros, tu as une expectation de profit qui est dérivée du travail d'un autre. Je crois que c'est ça la définition technique. Mais vraiment, on va voir les gars qui parlent de ça et qui sont des pros. Ouais, Vélocore sur Zk-Sync, c'est pareil, c'est un 3-3 classique, j'ai pas trop creusé, mais ils ont eu le temps, ils ont réussi à capturer pas mal. Après, là, je pense qu'il y a aussi un effet d'aubaine pour eux, dans le sens où ils ont surtout capturé parce qu'il y avait personne d'autre. À voir si ça va tenir dans la durée. Hein. Et oui, aussi, l'analyse que je vous ai faite là, en regardant, n'oubliez pas dans quel ordre on l'a faite. Hein. On a regardé, on a pris Arbitrum, on a regardé les tronches des DEX qu'il y avait là-bas, on a compris qu'Uniswap processait le plus gros du volume, qu'il y avait un acteur aussi bien établi et déjà avec des grosses synergies locales qui était Camelot, que même si c'était pas un VE3-3, en gros il jouait un peu ce même playbook. Et après on a vu que du coup Ramsès a réussi à se lancer et à attirer, à retenir un peu. Et ensuite Chronos arrivait plus tard,
Et lui a réussi à faire un lancement encore plus conséquent. Mais vous voyez, il y a vraiment toute l'histoire avec toutes les connexions de qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne, où sont les volumes, qui est déjà lancé, qui travaille les projets importants de la chaîne, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut vraiment répliquer toute cette démarche-là, notamment pour VeloCore. Donc ouais, après sur ZK-Sync aussi, oubliez pas une chose, hein, il y a Mav sur ZK-Sync. Voilà. Sinon, Basile, pourquoi Sushi pas réussi à rester au niveau du DSwap? Parce que Sushi n'a fait aucune innovation. Hein. En fait, c'est-à-dire que concrètement, Sushi, depuis le fork de Uniswap, ils auraient pu virer toute l'équipe et rien faire. Il n'y aurait pas eu beaucoup de changements. Hein. En fait, depuis le fork, ils ont lancé sur d'autres chains. Voilà ce qu'ils ont fait. Tout le reste, c'est-à-dire que, oui, moi je suis dur hein, sur les innovations, excusez-moi, mais je pars du principe que tu forques un truc, ok, donc ça c'est par exemple Trident, et ça fait un M de TVL, on est tous d'accord pour dire que ça sert à rien, reste à la maison. Donc en gros, il reste SushiSwap, quoi, parce que Kashi, ça n'a pas pris non plus, et ils se sont lancés partout, et en fait, même partout, il se passe pas grand-chose. Il leur reste, en ce moment, c'est quoi? C'est Arbitrum où il se passe des choses pour eux, et Ethereum, grosso modo. C'est tout ce qui les fait vivre. Toutes les autres chains, elles servent à rien. Donc déjà, ça, c'est un. Et après, y a eu de graves problèmes chez Sushi. Hein. Management terrible, tokenomics pourri, la DAO, c'était n'importe quoi. L'équipe de direction qui se gave des salaires pas possibles. Ils se font virer, ils rembauchent des gens, ils se revirent, je sais pas. C'est la nawakri la plus totale, Sushi. Vraiment, ça avait une marque tellement connue qu'ils auraient, avec une exécution décente, ces gars-là, ils auraient pu te lancer littéralement, ils auraient pu te forquer proprement toute la DeFi et faire un écosystème des plus bourrins là-dessus, un peu le Apple de la DeFi, le mec qui innove que dalle, mais qui fait que bien se placer au bon endroit, tu vois. Genre. Hop, le fork Uniswap, après c'était la saison des Horms, viens on te refait un petit twist de Horm bien fait, on l'intègre avec notre écosystème, plap. Oh, après c'est la saison des forks AV, tiens viens on te fait un fork AV, on l'intègre avec notre écosystème, tu peux le VRG, TLP Sushi, tu peux le VRG, hop. Il aurait pu faire un beau truc, tu vois, juste en utilisant le fait que les gens avaient imprimé dans leur tête sushi.com. Eh ben non. Et ouais, il y a plein d'autres trucs. Hein. Le modèle d'émission, c'était la team qui décidait pendant quand même un bon bout de temps. Après, ils ont fait une sorte de formule bizarre, mais ça restait à peu près la team qui décidait. Donc en gros, on aime bien ton LP, bah tiens, prends 3 digits API. On n'aime pas ton LP, t'as même pas d'émission, toi, on s'en fout de ta gueule. Plein de trucs comme ça, ça a été assez nawak. Et puis, c'est surtout aucune direction, quoi. Parce que, je vous rappelle que c'est quoi, pas l'ICC de l'année dernière, mais l'ICC de l'année d'avant, on avait Joseph Delong sur la main stage ICC, qui bazardait des NFT à 5 personnes qui se sont vendues 10 Ethers l'unité après, parce que les gens, ils étaient encore en Sushi Mania, qui était censé être une sorte de claim, je sais pas quoi, sur Trident, et il annonçait Trident en grande pompe, où il disait que c'était le futur des AMM. Déjà à l'époque, les gens qui suivaient lui disaient « Écoute Joseph, arrête de te foutre de notre gueule, ton Trident, c'est grosso modo, tu nous as pris Uniswap V3, tu nous as pris StableSwap et tu nous as pris Uniswap V2, et tu les as mis les trois dans un seul DEX. » Et à l'époque, déjà, ils disaient « Mais non, c'est la révolution des AMM, vous n'avez pas vu, blablabla. » Évidemment, ça n'a pas marché. Mais en fait, si tu veux, il y a un problème plus profond pour moi d'attitude de cette équipe, quoi. C'est-à-dire que c'est bien, et pour moi, si tu forks, il faut être humble. C'est aussi simple que ça. Si tu forks et que tu prétends réinventer la roue, c'est fini, t'es déjà mort en fait. Parce que ça veut dire qu'il y a un problème d'attitude générale qui fait que tu vas pas avoir la bonne démarche pour développer un projet décentralisé, réussir à le faire avec le retour de la communauté, des itérations et ainsi de suite. Non. T'as été déjà dans ta tête dans une logique que t'as raison et que tu vas construire un truc, que c'est toi qui projettes au monde, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas comme ça que tu construis en DeFi. Bref, longue histoire sur Sushi, mais je crois que j'espère que c'était instructif quand même. Et ouais, moi sur ce, je crois que je vais aller manger. Donc j'espère que ça vous aura éclairé un peu surtout sur Chronos et Ramsès. Allez voir donc côté, si vous voulez faire la mise en pratique. Moi je vous dis, ce que j'ai sur le radar en ce moment, c'est Libra Exchange d'ici quelques semaines sur Arbitrum et aussi d'ici quelques semaines, a priori, Stratum sur ZK-Sync.
Voilà. Et si vous avez aimé ce live et que vous n'avez pas vu le marathon Maverick, vraiment, vraiment, allez-y, parce que c'est très lié à ce sujet-là, même si c'est pas sur les VE33, c'est aussi sur un modèle de DEX, mais du coup autre. Et je suis assez content, c'est assez bien structuré. Je pense que le marathon Maverick, il a bon équilibre entre, comment dire, vous explicitez les mécanismes propres de Maverick, mais aussi vraiment les inclure dans un contexte plus large de la DeFi, de vraiment comment on en arrive à Maverick, quoi. C'est-à-dire Maverick en situation. Je sais pas trop comment dire ça autrement. Mais du coup, ouais, je pense que même si vous n'êtes pas trop curieux de Maverick, ça vous aidera à être curieux des DEX. Et pour cœur, j'en parle aussi dans le marathon Maverick. Vas-y, donc voilà. Marathon Maverick, tous sur le marathon Maverick. Voilà. Sur ce, à bientôt et bon week-end. Salut!